Vous pouvez recommencer. Alors j'espère que c'est longtemps que tu n'as pas revu le film, qu'est-ce que ça t'a inspiré de le revoir aujourd'hui? J'ai envie de le remasteriser déjà. C'est une bonne chose. Je ne l'avais pas vu depuis 20 ans, et c'est plus violent aujourd'hui. Hein. C'est bizarre. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais fait, je trouvais ça très drôle, j'ai trouvé le film très bref en le revoyant, mais je me dis, aujourd'hui, il serait encore plus difficile de le faire. C'est une question d'ailleurs qu'on a posée à tous les autres réalisateurs, enfin, on ne l'a pas encore posé à tous parce qu'on ne l'a pas encore tous lu, mais est-ce que ce serait possible en 2021-2022 de refaire Seul contre tous? Je pense que tu as un peu donné la réponse, mais qu'est-ce qui ferait que ça ne passerait pas Et je trouve aussi, en voyant le générique de fin, j'étais surpris parce qu'il y a plein d'aides que j'avais oubliées. Et Agnès B, quand j'avais fait Carnes, avec l'argent des ventes de Carnes, plus un peu des aides de Canal+, court-métrage, on avait lancé et La bouche de Jean-Pierre de Lucille, qui était un moyen-métrage de 50 minutes, et un moyen-métrage qui devait être Seul contre tous, qui était la suite de Carnes. Mais très vite, on avait dépensé plus d'argent que ce qu'on avait pour faire les films. Et heureusement qu'à ce moment-là, Agnès B, que j'avais rencontré, avait dit oui, des tas d'aides pour finir ton film, il avait beaucoup aimé Carnes. Et elle m'a donné une aide pour finir ce film, avec lequel on a fini à la fois La bouche de Jean-Pierre de Lucille et ce film-ci. Et du coup, en voyant le générique à la fin, je me dis, effectivement, sans le soutien d'Agnès B, ni son film, ni le film de Lucille, ni le mien auraient été achevés. Et quand elle avait vu le film, je l'ai montré chez elle, et elle avait vu le film jusqu'à la fin, et waouh, je me dis, parce que j'avais rajouté plein de trucs dans le tournage qui n'étaient pas dans le scénario. La fin incestueuse, elle n'était pas du tout dans le scénario, et comme d'habitude, le film se fait en torrent. Et elle a dit, laisse-moi réfléchir, elle m'a dit, oui, je suis très fier du film, je l'assume, elle avait même aidé à la promotion. Mais il y a plein de trucs dans ce film qu'aujourd'hui, tu déposes le scénario, que ce soit à Canal+, à Netflix, à quiconque, ils appellent la police. Hein. Les dialogues sont bons, hein. J'étais bon à l'époque. Il y a un micro qui va circuler en la mezzanine, et moi je serai ici parce qu'il y a des questions en bas, donc n'hésitez pas à vous manifester, je pense qu'il y a plein de questions. Comme tous mes autres films, il s'est fait dans la joie. Oui. Philippe il était super content, il avait avant tout le monde, et tout à l'heure j'étais un peu pas heureux de revoir le film, parce que je me dis, tiens, il est mort il y a un an de Covid, je me dis, est-ce que ça va même m'en mais finalement, je sais pas, j'étais pris par le film, je rigolais pendant toute la séance du film fond de la salle, mais et presque tous les autres personnages secondaires d'un certain âge, ils sont tous partis dans d'autres dimensions aussi. D'ailleurs, on connaît plein de réalisateurs amis dans le générique de fin, on connaît Guillaume Niclou par exemple qui joue un rôle, il y a plein de gens d'ailleurs qui ont et le listing de remerciements aux réalisateurs, il y a un bon paquet. C'est vraiment des gens qui m'ont poussé à faire Seul contre tous, en ayant vu Carnes, il m'avait dit soit tu fais une version longue, soit oui, il faut que tu ailles. Et parmi ceux-là, il y avait Dario Argento que j'avais rencontré en projetant Carnes, qui est donc le court-métrage qui est la première partie de ce film, mais on n'a pas passé les deux films ensemble. Et le début de Seul contre tous, c'est donc le résumé du moyen-métrage Carnes. Il m'a dit oui, si tu veux, je te produis la version longue. Mais il avait vu, et sur le moment, j'ai des photos de moi et Dario Argento le jour où je l'ai rencontré. C'était donc il y a 30 ans. Et après, j'ai fait le film, et je lui ai dit, tiens, je voulais remercier tous les réalisateurs, donc Christophe Gans, Sylvain Kounen, tous les gens qui étaient de Jacques Audiard, qui étaient là, qui me dit oui, vas-y. Et le film s'est fait dans la dèche la plus totale. Je mangeais des sandwichs au fromage sans jambon pour pouvoir finir le film. Et je me souviens une fois que j'ai remercié, parce que c'était des réalisateurs plus âgés ou d'imagination qui m'ont vraiment poussé. Et ça m'a étonné de voir que le premier qui est arrivé sur le générique, c'était Dario Argento, parce que je viens de finir cette année un film avec Dario Argento. Et d'ailleurs, le film ressemble pas mal à plein d'aspects à Seul contre tous. Je me dis, tiens, ce serait un bon double programme. Celle-ci, c'est la version drôle, c'est la version triste. C'est Vortex, dont on parle un instant dans l'espace, qui sortira en 2022 en salle en France. Donc, il y a une question, il faut d'avoir quand même Gaspard ici, dans une belle projection du film. Je sais que la première question, c'est la plus dure. Il y a quelqu'un là-bas.
C'est vrai qu'il y a des désavantages aux copies DCP, c'est trop propre, mais les copies 35 sont parfois très sales. En tout cas, pour le sujet de ce film, c'était bien d'avoir une projection avec des scratchs, des poussières, tout ça, ça rajoutait l'ambiance. Ah, moi, je retiens surtout la dimension politique du film. Il y aurait énormément de choses à dire, mais en fait, vous montrez une France blafarde, moisie, rance. Philippe Solers avait signé une tribune quelques mois après la sortie de votre film sur la France moisie et rance, un peu néo-pétainiste, un peu ce que vous montrez dans votre film, raciste. Et en fait, c'est les conditions sociales, économiques et à mon avis urbaines qui font que ces personnages se mettent dans ces états-là. Alors moi j'ai une question, pourquoi être revenu sur 1981? D'ailleurs, j'ai failli appeler le film Rance. Ah ben voilà, je ne savais pas. Et du coup, effectivement, il devait y avoir le F au début, et à la fin il devait y avoir marqué Rance, à la place il n'y aura plus le F, mais finalement j'ai gardé juste le F de la française. Donc vous faites le film en 98, et pourquoi avoir mis ce film en 81, à la fin du giscardisme, juste avant l'arrivée de la gauche au pouvoir? Est-ce que c'était délibéré ou c'est vous, votre perception de la France, quand vous êtes arrivé en France? Non, c'est parce que, je sais pas, j'aimais bien le côté un peu intemporel de faire un film dans les années 90 qui ressemblait à un film des années 70 dans des quartiers qui étaient encore dans les années 60. La France qu'on voit, c'est un peu la France de Franjus, mais qui a pris 20 ans de poussière. Ça ressemble plus au ballon rouge de la Maurice qui courait mal tourné. Et peut-être que le film qui m'avait à la fin inspiré, quand j'avais fait Carme, donc la première partie de ce film et Ceux contre tous, c'était Dupont-la-Joie. Moi, je suis arrivé à Paris quand j'avais 13 ans. J'adorais, je me suis dit, quel pays tellement libre, il y a des salles de cinéma partout, il y a des BD, il y a des trucs de cul partout, j'étais super content. Et je me suis dit, c'est un pays idéal, tout est libre, on peut acheter Harakiri, se branler avec, rigoler avec tous les jours, etc. J'avais 13 ans. Le magazine Harakiri, qui est effectivement peut-être mon magazine préféré que j'ai jamais eu dans ce pays. Et à un moment, j'ai vu à la télé Dupont-la-Joie. Et j'ai dit, putain, c'est quoi ce film? Et à ce moment-là, effectivement, je me suis dit, c'est mon premier contact avec la France raciste, etc., mais par télé interposée. Et je dis, oh, putain, ça existe ça aussi. Et puis, effectivement, on dit, ouais, il y a une France dure, genre, qui n'aime pas les Arabes, etc. Et du coup, effectivement, à l'époque, ça me paraissait très loin. C'était bien avant la montée du Front National ou des autres politicards qu'il y a aujourd'hui. Je me suis dit, effectivement, c'est une chose. Et à ce moment-là, après avoir vu Dupont-la-Joie, j'avais l'œil plus porté sur cette France post-pétainiste avec tous ses propos. Et je sais pas, en faisant le film, je ne suis pas. C'est pas un film je déteste les gens qui ont fait des films de dénonciation, c'est toujours de l'arnaque quand on dit ça. Mais c'est juste, je me suis dit, tiens, je vais faire un portrait de quelqu'un qui a perdu sa boutique, qui bascule un peu dans l'aigreur, dans la haine de l'autre. Des fois, il y a des boutiques plus faciles à trouver. Mais c'est vrai que le film, tu ne le vois dans le contexte d'aujourd'hui, il paraît beaucoup plus contemporain. Tu as vraiment l'impression que c'est une histoire qui pourrait se passer aujourd'hui. Il suffirait de rajouter des portables et un peu de musique de R&B et c'est plié. Tu disais d'ailleurs tout à l'heure que le choix de Philippe Naon n'était pas anodin par rapport à cette. Je voulais quelqu'un qui. Quand j'ai choisi Philippe Naon pour tourner d'abord Carme, qui est le prix Coel et donc la première moitié de ce film, j'avais regardé le visage et je trouvais qu'il ressemblait à Jean Gabin. Aussi, effectivement, à l'époque, on parlait beaucoup de Jean-Marie Le Pen, je me suis dit, tiens, c'est un type de français costaud qui doit aimer la charcuterie et qui a la fois super touchant. Le truc, c'est que Philippe, il était ultra communiste, ultra convaincu. Et il y a des trucs qui étaient OK pour faire, et d'autres trucs qui ne voulaient pas. Et je me souviens que le truc le plus dur, à un moment, il m'a dit ça. Une seule fois, il m'a dit non, je ne le ferai pas. C'est pas quand je lui demandais de manière inutile de montrer sa vie dans le film, parce que ça ne lui posait pas de problème. C'était pas de frapper les femmes, ça ne lui posait pas de problème. C'était pas de tenir de propos racistes, de dire ça c'est pour rigoler, tu sais que je suis communiste, super humaniste. Ça ne lui posait pas de problème. Mais dans
dans la voix off, il disait les amis, ça n'existe pas. Il dit ça, je suis contre. Je veux pas. Quand je dis non, Philippe, c'est un personnage. Dans le film, c'est pas Philippe Blanc, c'est un boucher. Et puis et du coup, j'ai dû discuter pendant 20 minutes avant qu'il dise ça. L'amitié, ça n'existe pas. Je refuse d'enregistrer ça. C'est un excellent ami, et c'est pour ça que pour lui, c'était la valeur ultime. Et quoi d'autre je trouve que c'est beaucoup plus drôle de voir le film aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a une question là-haut, je crois. Bonjour. En fait, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez. Ça rebondit un peu sur ce que vous disiez. C'est votre rapport au cynisme, en fait, dans vos films. Et quelle place ça tient dans vos films, la question du cynisme, et quelle nécessité il y a eu pour vous de créer un personnage comme ça? C'est juste un mec qui est dans la dèche et qui est un peu nerveux. Oui, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est des thèmes qui reviennent beaucoup dans vos films. La question, le rapport à la mort, la question du nihilisme, etc. La question du nihilisme, c'est juste des gens qui sont dans des situations difficiles et qui voient du noir. Moi, j'ai plein d'amis comme ça qui m'ont appelé au cours de ma vie pour me dire je vais me suicider, et quand ils te disent pourquoi ils vont se suicider, ils sont bien plus sombres que le personnage dans le film. Après, heureusement, ils ne se suicident pas, et puis tu te dis, ben, ça s'est amélioré, mais demain après, ils te reviennent encore, et puis il y avait à l'époque où le film est sorti, vous disiez oui, c'est le portrait d'un fasciste, c'est pas du tout le portrait d'un fasciste, c'est le portrait d'un homme en pleine crise alimentaire, personnelle, et aussi, il y a des gens qui disent oui, c'est par association, le mec il a des enculés ta race, donc voilà, est-ce que les dialogues ont été inspirés par Céline? J'avais jamais lu un bouquin de Céline quand j'ai tourné Seul contre tous. J'ai juste écouté des gens parler dans les bars, et puis tu vois, le matin dans les bars, et les gens souvent, tu les entends des trucs comme ça. Il y a une phrase que j'essaie de mettre dans le film et que j'ai pas pu mettre. C'était une fois, j'étais dans un bar, et il y avait un mec comme ça qui était en train de prendre son café Calva, il disait la vie est une merde quand on joue à la petite cuillère tout le matin. Et je me dis, putain, ça il faut que je mette dans le film, je parle de ce mec. Mais voilà, je me dis, ouais, c'est cette pensée-là qui conduit dans le dox. Le matin aussi, et puis à l'époque, c'était plus facile de trouver des trottoirs et des usines sans tous les nouveaux plots. Le film a été tourné il y a 23, il est sorti il y a 23 ans, donc il a été tourné sur une période de 3 ans, disons que le film a été tourné il y a 25 ans, mais les rues permettaient de faire un film situé dans les années 80 qui ressemblait à des rues des années 60 avec beaucoup plus de poussière. Aujourd'hui, je ne vois pas du tout ces décors-là, ou alors il faut aller en Belgique ou dans les pays de l'Est, mais même les pays de l'Est, quand vous y allez, aujourd'hui c'est presque impossible de faire un film sur la Seconde Guerre mondiale, sur les années 60, sans retoucher tout numériquement, pour effacer les lampadaires, voilà. Du coup, il n'y a aucun lien au cynisme. Enfin, Le cynisme, je sais pas, peut-être que je suis cynique, mais surtout quand je vois. C'est pas grave. Il n'y a pas de discours sur le cynisme. J'aime bien Sioran. J'aime bien les écrivains ou auteurs qu'on traite de cyniques, ce sont ceux qui me font le plus rigoler. Quand je vois le dernier film de Laboratoire, je pisse leur verre du début à la fin. Question ici. Et ma mère m'avait offert un jour pour mon anniversaire de l'inconvénient d'apnée. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'offres ça? Elle dit, tu comprends pas. Bonsoir Gaspard, merci beaucoup pour toute ton œuvre. J'ai un immense respect et j'ai une admiration folle pour ton travail. Et je voulais justement, vu qu'on a parlé du fond politique, aussi sur Carme, la bouche de Jean-Pierre, vous filmez des lieux très réels, des banlieues, des appartements miteux, avec des lumières réelles, et aussi souvent des protagonistes qui sont issus de la réalité pour les seconds rôles. Et pourtant, c'est filmé dans du 16 mm, ou qu'on fait en 35, je ne sais plus trop, mais avec ce scope flamboyant. Et je voulais du coup te questionner, avoir ton avis sur comment vous est venu ce désir de transpirer du réel à travers l'artifice du cinéma. Transpirer du réel, je sais pas, mes films n'ont pas toujours transpiré le réel, il y en a qui le transpirent moins. J'aime
pas dans les films quand on sent les projecteurs, j'aime pas quand on sent le maquillage, quand on sent la coiffure ou les vêtements trop posés. Et j'aime pas non plus quand ça sent les dialogues. Donc même dans ce film, la plupart des dialogues sont improvisés. J'avais écrit des trucs, mais c'est surtout que des dialogues improvisés. Et 90% des gens que vous voyez à l'écran, c'était des vrais bouchers, des gens que je trouvais à la dernière seconde. Ils étaient un boucher, ils ne voulaient pas jouer dans un film, il y a quelqu'un qui m'a demandé du travail. Vous dites non, et c'est tous les bouchers, c'est des bouchers. Les gardiens d'immeubles d'hôtels, c'est des gardiens. Les mecs qui discutent de cul à côté du gardien de l'hôtel, c'est des mecs que j'avais croisés 15 minutes avant, je leur disais que c'était pas dans un film. Ça, c'est un peu un désir de naturalisme, justement pour se rapprocher d'une poisse qui ne soit pas théâtrale ou trop télévisuelle. Et quant au scope, c'est pas toujours flamboyant le scope, mais je trouve que la plupart des films flamboyants que j'ai vus, ils étaient en scope, et du coup, quand on n'a pas d'argent, on se dit, tiens, comment est-ce qu'on peut faire un truc qui paraît riche à partir de pas grand-chose. Et j'avais pas les moyens de tourner le film en 35, j'aurais jamais eu les moyens, surtout que personne ne me donnait l'argent. Et du coup, on s'est dit, avec une caméra 16 et une optique anamorphique, on peut tourner le film en 16 anamorphique. Après, le gonfler en 35, une fois qu'on a choisi les prises, et faire un film qui paraît cher, alors qu'il a coûté cacahuète. Et d'ailleurs, le format scope, il ressemble plus à la perception humaine. J'aime beaucoup le format 1.33 des vieux films humains, mais le 1.33, ça ressemble plus presque à des polaroïdes. C'est très joli, mais c'est moins proche de la réalité. Il y a une question en haut. Oui, je voulais vous demander. C'est bien de voir les deux films. Là sur contre tous, c'est la route tout seul, Carme tient la route tout seul aussi, mais de voir le premier, puis le deuxième, et presque une fois ou deux, on a fait un test, c'est que entre la production de Carme et la production de Seul contre tous, c'était passé 3 ans entre le moment où on a lancé le deuxième et que le premier était fini. Et c'est à ce moment-là qu'avec Lucille, parce qu'on avait la même boîte de cinéma d'Azon, elle avait lancé le film qu'elle a réalisé, qui s'appelle La Rue Jean-Pierre, qui est aussi en scope, et qui est une vision aussi de la France, mais qui était plus contemporaine et qui était à un autre angle. Mais on avait fait des projections des fois de Carme, La Rue Jean-Pierre et Seul contre tous, et quand on voit les trois ensemble, les trois films se reprennent bien, et c'est presque justement sur un festival que j'organise à Lyon, à l'Institut collective, il y avait pour 2-3 années à l'IKT qui avait une carte blanche, et qu'on décidait de passer justement Carme et La Bouche de Jean-Pierre ensemble. Effectivement, ça marche super bien. Mais aussi avec, d'ailleurs, Lucie est ici. Oui, si on peut d'ailleurs applaudir Lucie qui est quelque part dans la salle. Comme je disais à partir de film, parce qu'on a tout ensemble, la production, le montage, quand on fait des films en petite équipe, bon, il y a plus, voilà, elle était mon assistante réelle, la productrice, la monteuse, et voilà, tous ces films, que ce soit Carme, La Rue Jean-Pierre ou Seul contre tous, on les a vraiment fait à deux. Moi j'ai signé celui-là, et elle a signé le sien qui est vraiment âge. Mais surtout quand on commence à faire des films et qu'on n'a pas les moyens, il faut compter sur les amis les plus proches, et ses parents, ses histoires d'amour, etc. Et voilà. Et après, que Dieu vous accompagne pour aller jusqu'au bout du tunnel. Une question en haut. Oui, bonjour. Sauf son film, il passe après-demain. Désolé pour la question, je peux te remettre. Il est là-haut, il l'a soulevé. Il est sur le projecteur, voilà. Bonjour, je voulais vous demander, dans tous vos films suivants, on trouve de longs plans séquences en mouvement, et pas dans celui-ci. Est-ce que c'est dû au sujet du film, au budget, ou pour une autre raison? C'est, disons, c'est plutôt l'inverse. C'est que j'avais une caméra à 16 mm avec une optique anamorphique devant, et que c'était très dur de faire 2 fois le point, parce qu'il faut faire le point sur les deux. Donc, la réalité technique avait imposé qu'on fasse des plans sans remise de point. Et même il y a plein de plans qui sont tournés à la volette. Tu sais, la manivelle, il n'y avait même pas de moteur, c'était vraiment du petit 16 mm. Il y a quand même un moment où la caméra s'envole un peu, c'est quand
tue sa fille ou qu'il rêve qu'il tue sa fille. Cette séquence-là, elle n'a pas aucun rapporté. Mais sinon, non, j'aimais beaucoup les films de Pasolini, bien sûr, mais aussi les films d'Ozu à l'époque où je les tournais. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un film qui soit comme une suite de vignettes, presque comme si ça avait été le point de vue du magazine détective. Tu vois, le magazine détective, c'est très carré, il y a des accroches, comme il y a des accroches dans mon film. Mais le film ne se serait pas prêté à faire de la caméra portée. Peut-être que ce qui s'est passé surtout, c'est l'inverse, c'est qu'après avoir fait Carne, le film qu'on avait fait avec, je crois que j'avais produit avec Lucie, son film, Jean-Pierre, plus sur Construit, je me disais, pourquoi, quand je fais un prochain film, je garderai toujours cette esthétique presque japonaise à la Ozu. Pourquoi je ne basculerais pas plutôt dans le sens inverse? Et quand j'ai fait Irréversible, je me suis dit, ça y est, je m'échappais du cinéma statique et je voulais faire un film où la caméra bouge de la première image jusqu'à la dernière. Et aussi, quand j'ai fait Irréversible, en réalité, j'avais déjà l'autre film en tête, Enter the Void, et du coup, je sais que Irréversible était un point d'entraînement pour Enter the Void. Pour moi, Irréversible, c'était juste comme une blague que je faisais pour arriver à produire Enter the Void. Que finalement, la blague devient un peu lourde et du succès. Mais par contre, quand je refais quelques années plus tard Love, qui est avec une caméra 3D très lourde, je suis revenu à un découpage qui ressemble beaucoup à celui-ci, c'est presque que des plans fixes. Et j'ai bien passé de l'un à l'autre. Maintenant, ça y est, j'ai fait mon tour avec le split screen, j'ai fait 3 films. J'ai une question mise en scène, moi, l'espace, dans tous les plans, justement, les cuts accélérés et tout, c'était dès le départ prévu ou ça a été pensé au montage? Non, c'était. J'avais. Je ne sais plus comment c'était, à quel moment j'ai eu l'idée de ces accélérés, mais je faisais des trucs avec une Bolex, c'était tic. Par exemple, si je filmais une séquence, après j'allais faire le gros plan, et je me suis dit, tiens, entre les deux, je vais faire quelques photogrammes, une image, et après, effectivement, des fois c'était sur 3 images, des fois c'était sur 6 images, selon la distance qu'il y avait. Et j'en ai fait plein que je n'ai pas utilisé, des fois je les ai utilisés, mais j'aimais bien cet effet de faire comme un truc, ça ressemble presque à une crise d'épilepsie du montage. Et ça n'a pas de sens, sauf que c'est stressant, et j'aime bien que le montage soit comme un peu... comme si la perception était un peu épileptique dans le film. D'ailleurs, il y a un plan, il y a plein de trucs que j'avais totalement oublié du film. Et des fois, je vois des trucs, je dis, ah, ça c'était une mauvaise idée, et j'ai envie de remonter, mais il y a d'autres trucs, je me dis, ah, ça c'était mortel. À un moment, il est tout seul dans la chambre avec son flingue, il y a un plan large, et puis à un moment, on entend une mouche qui vient, et la caméra elle bouge dans tous les sens. J'avais totalement oublié cet effet, il est totalement gratuit, il arrive qu'une fois, mais il est trop joli. Des fois, ouais, on est surpris par ces propres idées qu'on avait oubliées. Et le travail sur le son, il y a ces dingos, donc à la fois c'est un mouvement très brusque de son quand il y a des changements de plan, mais aussi la séquence fantasmée à la fin où il y a toutes les voix qui se mélangent et tout. Ça, c'est comment tu penses ça, comment tu fais ça? La voix à la fin, quand il devient fou, en réalité j'avais écrit toute la voix off du film en une semaine. J'avais déjà fait un montage du film et j'avais chronométré toutes les séquences qui ne parlaient pas. Et par exemple, il y avait une séquence où au lieu de marcher pendant 1 minute, j'écrivais un texte qui durait 3 minutes à lire, parce que je savais qu'après au montage, j'allais couper les respirations, j'allais couper les silences, parce qu'une voix mentale, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de respiration, donc je me suis dit, un texte de 3 minutes, compressé, il tient sur 1 minute. Donc, et ça fait plus mental, parce qu'effectivement, à aucun moment on entend respirer, et les phrases s'enchaînent comme dans le cerveau, les pensées s'enchaînent. Pour la partie de la fin qu'elle soit rêvée ou qu'elle soit réelle, qu'elle soit un flash forward ou juste une projection mentale de ces actes, je me suis dit, tiens, il faut que là, ça devienne plus fou. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit un texte qui faisait la durée de 3 fois la séquence. Et après, au montage, je trouvais que ça ne marchait pas trop. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé presque de manière hasardeuse, j'ai coupé toute la voix sur 3 pistes, et du coup j'ai gardé la première piste avec la première minute, la deuxième piste avec la deuxième minute, et la troisième avec la fin du texte. Et après, ce que j'ai fait, phrase par phrase, j'ai récupéré
une phrase de la première pièce, une phrase de la deuxième, une phrase de la troisième, une phrase de la première, et du coup c'est comme s'il y avait trois pensées en mélangées, et des fois ça fait des chocs qui marchent très bien, mais c'est fait un peu au hasard, et je trouve que ça ressemble beaucoup plus au processus réel d'un cerveau un peu trop excité. Une question ici en bas. Bonjour. À chaque fois que vous sortez un nouveau film, souvent les mêmes adjectifs reviennent, choquant, provoquant, etc. Et je me demandais, au moment où vous créez... Là, j'en ai eu un pour le dernier film que vous n'avez pas vu, qui est un peu violent, mature. Je mets ça dans ma gueule, quoi. Et du coup, je me demandais, au moment où vous créez, est-ce que c'est quelque chose, enfin, c'est volontaire? Est-ce que vous vous dites comment je peux repousser les limites de ce qu'il est acceptable de dire et montrer? Ou est-ce que on peut tout dire, on peut pas tout faire, mais on peut tout dire. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui étaient en prison parce qu'ils ont écrit une voix. Il n'y a personne qui a été en prison pour avoir simulé une séquence érotique, une séquence de violence. Et du coup, je me demande, est-ce que vous provoquez volontairement ou est-ce que vous écrivez ce qui vous inspire et ensuite vous vous dites ça sera reçu comme ça sera reçu? Je ne pose pas la question de la réception, je pose la question de toi en tant que spectateur, de tes amis en tant que spectateur, et si avec tes copains spectateurs comme Cyril, on va voir Délivrance, Salot de Pasolini, on va voir des films Fassbinder ou des films gore japonais comme celui qui va passer ce soir, et ben tu veux juste voir avec tu veux juste faire des choses qui vont te plaire après à tes amis. Et si par hasard quelqu'un te déclare une amitié, tant mieux, ça te rend plus fort. Des inconnus qui disent du mal de toi, merci pour la publicité. Une question. C'est pas qu'il faut les chercher, mais voilà. S'ils sont là. Je me souviens de la dernière fois qu'on avait présenté ici, sur le contre-tout, j'étais avec Philippe Lang, et la salle était pleine, on avait fait un débat, et il y avait un mec qui était, je sais pas, c'était 20 ans, mais qui était furieux dans la salle, qui avait pris le micro, et tout d'un coup il m'a dit, toi, je vais te tuer. Et là aujourd'hui, il est revenu. Je suis encore là, mais le mec, il me balance le micro, et je voyais, dans les films de. Donc, le truc qui tourne dans le tête, il était après son train de lever, je baisse la tête. C'était Philippe Lang qui s'est pris. Alors, je ne sais pas si Babette est là, j'avais dit à Babette. Ah, viens Babette. Viens. C'est Rose, épouse de Philippe Lang. On va dans le film, je dis voilà, je vais bien une partie de mon arrive, et puis à Francky Pin, qu'elle a croisé Philippe Lang, le personnage de Philippe Lang avec une jeune fille, et voilà, tout un arrive à côté. Je suis très ému, moi, d'être là. Je pense que Philippe aurait été très, très, très content de savoir qu'on rendait hommage à ce film. C'est lui qui se rend hommage. Il est tellement bon, il était tellement gentil. Et des fois, on m'a dit, ouais, Philippe, je crois que c'est ce qui nous a soudés, et j'ai fait donc Carme. Et je m'étais tellement attaché à Philippe, il était tellement généreux, tout le temps que je me suis dit, tiens, je ne vais pas passer un long métrage normal, financé par Canal ou les autres, etc. J'ai dit, tiens, j'ai envie de faire la suite à cause de mon amitié avec Philippe. Et du coup, on avait fait Seul contre tous, qui avait eu plusieurs répercussions. Et après, même quand j'ai fait Irréversible, qui était mon premier long métrage avec des moyens normaux, je voulais que Philippe soit là, et on a inventé un personnage qui bizarrement, est encore le personnage du film qui revient. Mais, ouais, je sais pas, des fois il y a des... Enfin, moi, si je peux me permettre, je me souviens du tournage qui a duré 3 ans à peu près. Hein. Et si vous voulez voir des images de Philippe que vous n'attendez pas, il faut voir comment s'appelle le film de Melville, de Melville dans lequel je... Le deuxième souffle. Non, pas le deuxième souffle, l'autre, le Doulos. Ah, le Doulos. Dans le Doulos, il revenait à peine de la guerre d'Algérie, où il avait gardé beaucoup plus longtemps qu'il le désirait parce qu'il avait été déserteur, il avait tenté de déserter. Et du coup, il arrive en France et il a un rôle dans le Doulos de Melville. On le voit tout jeune, tout maigre, il se fait tuer. Oui, il meurt dans les bras de la Jenny. Mais pour revenir au film et au conflit dont tu parlais avec Philippe, qui ne voulait pas dire on n'a pas d'amis, il y a un conflit qui est plus intéressant encore entre ce qu'était Philippe et ce que tu voulais lui faire jouer.
C'était la scène finale où pour toi, Philippe est incestueux. Il passe à l'acte. Oui. Or, pour Philippe, il n'en était pas question. Il avait une fille qui devait peut-être avoir le même, à l'époque, une fille devait avoir le même âge que Blandine. Et donc il résistait. Donc c'est ça qui était intéressant. Tu le disais toi-même, ce conflit qu'on sentait entre vous deux, lui qui résistait, non, je ne suis pas un père incestueux, et toi, tu voulais qu'il le soit. Mais lui, il était un père exemplaire d'une fille exemplaire, Nelly, notre fille. Et effectivement, mais il vivait mal ce passage à l'acte incestueux du personnage parce qu'il s'était attaché au personnage du film. Mais effectivement, on a vu le film exister. Et après, quand on avait fait Irréversible, je me suis dit non, maintenant tu vas dire, j'étais en prison. Le dernier mot. J'ai dormi avec toi. Oh, reculé, tu vas me faire dire ça. Non, mais c'était un bonbon de personne. Il peut faire peur dans le film, mais dans la réalité, c'était. Voilà. Au grand cœur. Et même, il y a un truc qui s'était passé avec Philippe. Je voulais faire, non pas un épilogue, je me dis si le film il est réédité, Carne, Ceux contre tous en Blu-ray, je voulais faire encore un film supplémentaire qui puisse rajouter comme un bonus ou un autre film court ou moyen métrage. Et c'est vrai qu'avant qu'il tombe malade et qu'il soit emporté dans le vent vide, j'avais l'idée peut-être de faire un cours avec Philippe, malgré qu'il avait eu un ACV et qu'il avait des problèmes de langage liés à ça. Je me suis dit, tiens, j'avais vraiment envie de pouvoir filmer un film où il y a des mots qui manquent. Ma maman aussi avait perdu la tête du VIH. Et finalement, ça ne s'est pas fait avec Philippe parce que à ce moment-là, c'était l'été et que ça ne s'y prêtait pas. Mais c'était un de mes désirs, c'est de faire encore un film avec Philippe qui était toujours aussi émouvant. Ça a failli se faire par le réalisateur qui voulait lui donner le rôle d'un capitaine aphasique après un AVC. Voilà. Michel Théo, tu veux monter dire quelque chose? Viens, viens. La productrice du film. Eh ben non, c'était incroyable de revoir ce film, ça faisait très très longtemps. J'espère qu'on n'a pas trop dérangé le spectateur qui était à côté de nous, parce qu'on n'a pas arrêté de rigoler en regardant le film. Mais c'était très émouvant, il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Merci pour cette production. Je trouve que c'était une très bonne idée qu'ils ont eue de programmer des films il y a 20 ans, 25 ans. Parce que, et quand j'ai vu à l'entrée mon affiche de Seul contre tous parmi celles de La Cité des Enfants Perdus, de Doberman, et d'Innocence, et il devait y avoir aussi Assassin mis en paix des droits ou Le Pack des Bouches. Je me dis voilà, effectivement, on était une bande d'amis, peut-être moins pas comme les bandes des amis des cases du cinéma des années 60, mais c'était une autre forme de cinéma qui était plus attirée par les films cultes, les films américains de Carpenter, de Palma, d'Argento, tout ça. Et voilà, on s'est beaucoup entraînés. Ça me fait plaisir de voir toutes ces affiches ensemble et ils programment tous ces films-là. Le film qui a pas mal inspiré Seul contre tous, c'est Schizophrénia, sorti dernièrement chez Carlotta en Blu-ray. Et c'était Nicolas Boukrieff qui m'avait parlé. Il dit il y a un film interdit de diffusion en France qui est sorti comme VHS. Toi, t'adorais, parce qu'il avait vu genre, toi, t'adorais, mais c'est trop barré. Effectivement, il avait raison, j'avais acheté une VHS que Nicolas Boukrieff m'avait conseillé. Et je l'ai vu 60 fois. Et je faisais des séances presque deux fois par semaine pour montrer le film en VHS chez moi à des amis voilà, qui influencent sur mon film. Oui, non, cette voix, elle vient pas mal de Schizophrénie en fait. Il y avait une voix extraordinaire de cet assassin en fait qui disait des choses extrêmement troublantes et beaucoup plus dérangeantes presque que ce qu'on voyait à l'image. C'est un peu ce que Gaspard a essayé de faire après. Et la fille qui joue dans le film, elle n'est pas là, mais maintenant le réalisateur
réalisatrice de films, il a fait plusieurs longs métrages. On lui a donné le virus du cinéma, il est assez contagieux. Il est réalisatrice aujourd'hui, en pleine forme, elle n'est pas morte. Ouais, je me souviens en fait qu'elle avait dit qu'elle voulait bien faire le film parce que ça l'intéressait de voir un tournage, parce qu'elle-même elle pensait peut-être un jour faire des films. Elle va être actrice, mais elle était quand même avec. Ça m'arrive souvent quand les gens, quand on leur propose d'être acteur, ils disent non, je dis, ils vont être bien. Il y a des fois quand même, c'est pas parce que les gens disent non, je ne veux pas être à l'écran qu'il faut les oublier. Au contraire, il faut que je sois sur la caméra. Je voudrais qu'on remercie Gaspard et Lucie d'être venus. Lucie sera là dans 2 jours pour Innocent. Un grand morceau. C'est un film qui a échappé à l'influence cinématographique. Merci encore à eux et puis bonne projection en plus.